Rosie explore et transmet l'héritage de la mode africaine avec une approche à la fois engagée et innovante. Quel exemple concret peux-tu partager sur des matières ou des techniques artisanales africaines encore méconnues, mais riches de sens et de potentiel créatif? En République démocratique du Congo, une technique que je trouve vraiment particulière, c'est une technique en fait de tissu qui est de l'écorce battue et qui est faite et portée par les pygmées. Et c'est une technique aussi qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, il n'y a pas énormément de techniques qui soient mixtes. Quand je parle de mixité, je parle d'hommes et femmes. Donc ce sont les hommes qui récoltent et qui battent l'écorce, et ce sont les femmes en fait qui font les dessins dessus. Est-ce que là, le tissu dont tu parles justement, est-ce que visuellement... Le pongo. Oui. Visuellement, ça donne quoi? Ça ressemble? On est aussi sur des motifs géométriques ou... Oui, on est sur des motifs géométriques, mais pas du tout les mêmes. Ça ressemble plus à des motifs en fait stylisés. Donc il y a des motifs qui pourraient ressembler à des peignes, qui pourraient ressembler à des petits personnages, à des poissons. Mon tout petit souci donc avec le Kuba, c'est qu'il a vraiment pris la place de tous les autres. Donc on a complètement effacé tous les autres textiles. Et aussi, comme pour beaucoup d'artisanat en fait en RDC, c'était un choix en fait des Belges. Tout simplement parce que la technique rappelle les velours occidentaux. Donc quand ils sont venus, c'est pour ça qu'on appelle ça les velours Kuba, parce qu'au niveau de la technique, voilà, c'est pratiquement la même technique en fait, fait avec une autre matière, et donc c'est pour ça en fait qu'ils ont facilité en fait le commerce des velours du Kasaï pour les ramener ici. Mais évidemment, du coup, on a l'impression qu'en RDC, il n'y a que les Kuba en fait. Justement, comment ces pratiques textiles traditionnelles ont-elles servi, historiquement ou récemment, de forme de résistance, qu'elle soit politique, culturelle ou identitaire? Pour moi, le meilleur exemple en fait de résistance, c'est la sape. Mais la sape à l'origine, c'était une forme de résistance. Donc on sait que toutes les personnes n'avaient pas accès, ni le droit d'ailleurs, de s'habiller avec des vêtements occidentaux. Et il y avait donc des personnes qu'on appelait les évoluées, donc qui travaillaient, qui avaient accès en fait à certains métiers. Et puis on avait ce qu'on appelait les immatriculés, qui eux avaient qui avaient pratiquement, on va dire, les mêmes droits que les Belges, mais il y avait très peu d'immatriculés sur toute la RDC. Et donc même les immatriculés n'avaient pas le droit de porter tous les textiles. Donc ce que les gens faisaient, ils traversaient. Donc Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus proches au monde. Donc ils traversaient, ils allaient à Brazza où il n'y avait pas les mêmes restrictions. Ils achetaient des textiles interdits, ils se faisaient faire des costumes sur mesure, et donc quand ils revenaient, ils donnaient rendez-vous en fait à la population. Ils disaient demain, je vais aller par exemple à tel bar à telle heure. Et donc la population venait voir et la personne défilait jusqu'au lieu. Et donc c'était en fait une forme de résistance. Et donc c'est de là qu'est né en fait ce défilé de sapeurs qui est toujours aujourd'hui dans certains lieux de Kinshasa. En quoi le textile peut-il aujourd'hui encore transmettre des récits intergénérationnels ou des mémoires collectives qu'on ne trouve pas dans d'autres formes d'expression? Je trouve qu'on peut hériter d'un tableau. C'est rare qu'on puisse porter un tableau, mais on peut garder toute sa vie en fait le souvenir par exemple d'une grand-mère, d'une tante qui avait un certain style et qui va faire en fait qu'on rachètera le même style de vêtements, qu'on sera attiré par le même style de vêtements, un peu comme une Madeleine de Proust, et qu'on va pouvoir se la réapproprier et raconter une histoire, et ce sera une histoire qu'on racontera. Ah mais ma tante portait ce genre de vêtements, ou ma grand-mère ou ma mère. Donc c'est vraiment dans la transmission, la transmission déjà du goût, il y a vraiment une transmission d'identité, parce qu'on n'aime pas les choses par hasard en fait. Les Africains peuvent-ils préserver leur identité tout en intégrant les circuits mondialisés de la mode? Je pense que ça va être le prochain défi, mais déjà, s'ils veulent, soit ils doivent complètement s'en éloigner, mais soit ils doivent vraiment plonger à fond pour être vraiment reconnaissables et avoir vraiment une identité comme certains stylistes japonais l'ont toujours, en se focalisant vraiment sur leur culture. Comme par exemple une Andrea Yame, elle c'est vraiment une designer qui fait ça très bien au Chrissy Brown au Ghana, qui se sont vraiment plongés en fait dans une identité
africaine. Mais ça veut dire J'ai envie alors de qu'en dire. tant que designer africain, tu es contraint. Non, tu n'es pas contraint. Tu n'es pas du tout contraint. Tout comme un Yamamoto n'est pas contraint Non, de absolument plonger pas. dans son Mais identité. il l'a créé. Mais il l'a créé et c'est cette identité-là qu'on va chercher. Mais personne n'est contraint de rien. Ouais. Et après, quand on voit en fait la silhouette Yamamoto, elle est reconnaissable. Il change de collection plusieurs fois par an, mais il a une silhouette qui est reconnaissable, une signature qu'on va rechercher. J'adore échanger avec Rosie parce que j'apprends toujours plein de choses. C'est à chaque fois. Merci infiniment.